On dit un conseil des maires ou conférence des maires, comme on voudra. Il en existe déjà dans de nombreux pays et ces instances ont un objectif d'intérêt général visant à conforter la place des maires au sein des EPCI, notamment lorsqu'ils ne sont pas membres du bureau. Trop souvent, en effet, les maires des petites communes ont des difficultés à se faire entendre au sein des intercommunalités. Par ailleurs, créer une telle instance de dialogue et de concertation entre les exécutifs locaux sur des projets communautaires ainsi que sur des questions de coordination entre les actions engagées par les communes et celles portées par les EPCI constitue une réelle avancée. Depuis des mois, nous débattons de cette question, même si une très large majorité des EPCI a déjà instauré une telle instance de dialogue, il n'en demeure pas moins qu'un important nombre d'EPCI ne l'a toujours pas mise en œuvre. Alors, faut-il rendre obligatoire la mise en place de cette conférence des maires, une sorte de bureau élargi, avec le risque d'alourdir la réglementation et d'imposer de nouvelles contraintes? Doit-on au contraire la rendre facultative? Mais dans certains cas, elle ne verra jamais le jour, dès lors que l'exécutif intercommunal peut n'avoir aucun désir de voir réunir régulièrement l'ensemble des maires. Ou bien alors faut-il opter pour un dispositif facultatif, mais en donnant la possibilité à, par exemple, 30% des maires de l'EPCI de rendre obligatoire la création d'une telle instance de dialogue, avec le risque d'aboutir à des situations de désaccord entre les maires, dès lors qu'il leur faudra se compter entre les pour et les contre, ce qui, comme le disait un de nos collègues, risque de gâcher l'ambiance. Par ailleurs, à quel niveau faudra-t-il fixer le seuil ? 30%, 33%, 20%, 25%, bref, aucune de ces solutions n'est exempte de critiques. Chacune de ces possibilités peut être source de problèmes. Dès lors, celle qui en présente le moins, me semble-t-il, consisterait sans doute à créer cette instance de dialogue à chaque fois que le bureau de l'EPCI ne comprend pas l'ensemble des maires des communes appartenant à l'EPCI, ce qui serait d'ailleurs un bon moyen d'inciter à ce que, dès le départ, les maires soient membres du bureau. C'est le sens d'ailleurs de l'un de nos amendements. Je vous remercie. Merci, Monsieur Courteau. La parole est à Monsieur Antoine Lefèvre. Collègues, ça ira mieux avec le micro. La délégation territoriale à laquelle j'ai l'honneur et le grand plaisir de participer et d'appartenir depuis l'origine s'est préoccupée depuis très longtemps de la question de la place des élus municipaux dans les intercommunalités. Elle avait en effet, en septembre 2018, eu l'occasion, dans son vaste rapport sur les conditions d'exercice des mandats locaux, perçu le sentiment d'inquiétude de la part des élus municipaux résultant de l'orientation prise par la construction intercommunale depuis les lois MAPTAM et NOTRe. En cause, le sentiment de dépossession vécu par les élus municipaux, comme nous l'avons déjà souligné depuis le début de cette séance. De plus en plus de voix s'élevaient pour dire que l'esprit n'y est plus. À l'image du président du Sénat, les élus municipaux ont le sentiment d'être pris dans de vastes ensembles et parfois décrochent. Je le cite. Certains collègues ont tout à l'heure eu la gentillesse de rappeler qu'avec ma collègue Patricia Schillinger, que je salue, nous avons produit un rapport adopté le 6 mai 2019, donc à la délégation territoriale, adopté à l'unanimité de cette délégation. À travers des exemples concrets, le rapport répertorie et met en valeur les bonnes pratiques dans l'organisation des relations entre l'intercommunalité et les communes. Outre la consultation numérique qui a recueilli près de 4000 réponses, nous nous sommes déplacés sur le terrain avec le même constat. Les maires et les élus municipaux non communautaires ne se sentent pas suffisamment associés à la gouvernance des EPCI. Nous avons donc formulé 12 recommandations pour renforcer la place des élus municipaux dans la gouvernance des intercommunalités. Et la première d'entre elles, je la cite, se doter d'une charte de gouvernance pour définir les rôles respectifs entre les communes et la communauté et formaliser la coopération entre communes membres dans le respect de chaque territoire. Ou encore, la proposition numéro 4, prévoir dans le fonctionnement de l'EPCI une instance spécifique de dialogue des maires et faire en sorte que ceux-ci deviennent des relais de l'action communautaire dans chaque territoire. Ces recommandations se retrouvent dès cet article et nous pouvons que nous en réjouir. Cela témoigne d'une belle concordance de nos préoccupations sur ce qu'on a appelé et évoqué les irritants de la loi NOTRe. Croyez bien, Monsieur le Ministre, que nous sommes donc sensibles à cette convergence de propositions, gouvernance, conseil des maires, que nous voulons comme la résultante de bonnes pratiques observées et qui doivent inspirer avec pragmatisme, tout en évitant de nouvelles obligations normatives. Merci, Monsieur Lefèvre. La parole est à Madame Cécile Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
sans faire d'entorse au règlement, mais finalement mon intervention sur article sera une intervention qui englobe aussi l'ensemble des articles sur ce titre premier, et sur en tout cas notre volonté de conforter le maire dans son intercommunalité. En effet, dans le cadre de rencontres organisées sur le territoire avec les élus locaux, force est de constater qu'il persiste un sentiment de frustration dû notamment à un manque de débat compte tenu soit du nombre important d'élus dans les grandes intercommunalités. Il y a des effets de seuil, il y a des effets de nombre qui rendent parfois compliqué la qualité des débats et l'implication de toutes et de tous dans ces débats, tant dans leur maîtrise que la possibilité à pouvoir intervenir, soit tout simplement de la multiplicité des questions à l'ordre du jour. Et j'ai en tête, mais je crois que nous avons tous ces exemples-là, d'élus qui vous disent quand il arrive 23h30 qu'il reste encore 10 points inscrits à l'ordre du jour, et on n'ose pas poser la question, ce qui peut parfois d'ailleurs mettre en difficulté l'élu quand il revient lui-même devant son conseil municipal. Et donc finalement, à vouloir regrouper les communes à marche forcée, pour beaucoup, les intercommunalités telles qu'elles sont aujourd'hui n'ont aucun sens, et on en voit la limite, y compris dans l'exercice du fonctionnement au sein de l'EPCI. Oui, nous avons milité et nous militerons toujours pour des intercommunalités, mais des intercommunalités à taille humaine, avec un projet territorial commun, et nous continuerons à le faire dans la discussion de ce projet de loi. C'est ce que j'évoquais également dans mon intervention générale. Ainsi, nous aurons sur plusieurs articles, bien évidemment, un certain nombre d'amendements qui visent à vouloir redonner du pouvoir aux maires au sein de ces intercommunalités, parce que nous pensons que, outre les grands principes, il y a aussi besoin maintenant d'apporter un certain nombre d'outils. Certes, il existe et ils sont déjà écrits à travers un certain nombre d'articles, mais là encore, comme je le disais précédemment, je crois qu'il y a besoin, sur un certain nombre de points, d'aller encore un peu plus loin pour réellement redonner, non pas le sentiment, mais réellement redonner la maîtrise au sein de l'intercommunalité aux maires des enjeux politiques tels qu'ils peuvent être traités. Merci Madame Cukierman. La parole est à Monsieur Yves Daudigny. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme vous, je parcours chaque week-end mon département, 800 communes, 20 intercommunalités pour 530 000 habitants. Je rencontre des maires, des femmes, des hommes déterminés, parlant avec enthousiasme de leur village, décrivant une qualité de vie recherchée. Ils constituent la première marche de la démocratie dans notre pays. Ils portent des projets d'aménagement. Ils sont les animateurs infatigables de leur commune. Ils donnent un sens à un premier niveau de solidarité. Je veux être ici l'écho de leurs difficultés, mais aussi de leur volonté de construire encore et toujours un avenir possible sur des territoires économiquement et socialement éprouvés. Dans la crise exacerbée de la représentation politique, le maire conserve une large confiance de la part des citoyens. Il est celui que l'on identifie, qu'il est possible d'interpeller dans la rue, celui que l'on imagine encore en charge de tous nos problèmes de la vie quotidienne, souvent de la compétence maintenant de l'échelon communautaire. Souvent à titre quasiment bénévole, l'engagement du maire est synonyme de sacrifice personnel. Son coût humain est important en termes de responsabilité, d'exposition à la violence, de normes à appréhender, de vie familiale perturbée, de compatibilité avec un exercice professionnel. Évolution ou suppression des services publics, extension souvent en marche forcée des périmètres des intercommunalités, interrogeant sur la nature des processus démocratiques qui s'y déroulent, dévitalisation des centres-bourgs ou centres-villes, concentration de familles en grande souffrance, les élus locaux sont confrontés à des problématiques qui dépassent leur pouvoir d'action, mais dont les effets les impactent directement. Bien sûr, et j'en conviens, et c'est une évidence, la dimension communale a perdu sa pertinence en matière d'offres de services nouveaux à la population, d'investissement, d'aménagement lourd, et la dimension communautaire est aujourd'hui incontournable. Mais la présence, l'autorité, l'initiative du maire demeurent indispensables à une vie équilibrée dans la ruralité de notre pays. Vous l'avez compris, je soutiendrai la création de conseils des maires prévu à l'article 1, même si son caractère facultatif et les modalités proposées ne seront pas suffisantes pour résoudre les situations de dysfonctionnement dans les relations entre l'intercommunalité et les communes. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Dedigny. La parole est à Monsieur Jean-Yves Roux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le département des Alpes-de-Haute-Provence compte 2 communautés d'agglomération et 6 communautés de communes dont le siège est dans le département, 4 supplémentaires dont le siège est hors département. Nous sommes donc en présence de PCI qui peuvent compter voire 40, voire 60 membres à cheval sur 2 départements, des fois 2 régions. La superficie d'action des intercommunalités rurales et de montagne renforce, à n'en pas douter, le sentiment d'éloignement et de disparition des communes membres dans des ensembles dont l'identité est en construction. Dans ce contexte, le transfert de compétences complet et le transfert de compétences morcelées, quand il s'agit de la compétence scolaire par exemple ou de l'urbanisme, sont pour une grande part vécus comme une dépossession par les maires de petites communes. La création de la conférence des maires est une bonne chose. Pour autant, à notre sens, elle n'est pas suffisante. Pierre Mendès France, dans La République moderne, disait que la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l'association et de la profession. Il s'agit de la même chose pour les maires des petites communes, membres de grandes communautés de communes. Nous pensons qu'il faut inventer un autre mode de gouvernance qui associe de manière encore plus continue les maires. Ce texte, de manière générale, tend à renforcer le rôle institutionnel des maires en améliorant la communication, les possibilités de blocage d'un progrès. C'est une étape à prendre en compte. Il faudra en parallèle veiller à améliorer le rôle décisionnel des communes et mettre en place une véritable codécision, un travail en commun. C'est dans ce sens que notre groupe présentera plusieurs amendements. Merci, Monsieur Roux. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Monsieur Chevrollier, il n'est pas là. Alors, la parole est à Monsieur François Bonhomme. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, par ce projet, le gouvernement entend affirmer sa volonté de conforter le rôle du maire, et ce, au sein d'une intercommunalité qui a été profondément bouleversée par la mise en œuvre de la loi NOTRe, qui a réussi le tour de force, à la fois de fragiliser les communes comme échelon de proximité et d'affaiblir l'idée intercommunale au profit d'une supracommunalité ivre d'elle-même et portée par la logique intégratrice à marche forcée. Ce double mouvement à l'œuvre depuis quelques années a profondément bouleversé l'équilibre au sein du bloc communal et nourrit des tensions très dommageables dans le couple commune-communauté de communes. Cette situation amène aujourd'hui le gouvernement, sous la requête, il est vrai, du Sénat et parfois des suppliques, de tenter de réformer et de répondre à un besoin de proximité de plus en plus fort issu des territoires, dans l'attente d'un projet de loi relatif à la décentralisation qui est annoncé pour le second semestre 2020. Cet article présente au moins la vertu de chercher à redonner une véritable place et, si possible, centrale aux maires. Oui, il est impératif d'inverser la logique qui fut à l'œuvre ces dernières années et qui aboutit au sentiment réel de dépossession des maires, celui qui domine aujourd'hui, et que l'intercommunalité se construise avec le consentement et la volonté des élus communaux et non contre ou malgré eux. Vous pouvez compter sur le Sénat et la commission des lois pour renforcer les mesures proposées par le gouvernement, pour peu évidemment qu'elles consolident la place des communes et des maires dans le fonctionnement de l'intercommunalité, comme cet article le prévoit. Le prévoit avec la conclusion d'un pacte de gouvernance. Seule une véritable association des maires à la gouvernance de cette intercommunalité permettra de trouver un équilibre entre les communes, dont l'intercommunalité est en principe l'émanation, et l'intercommunalité qui doit se construire sur un projet et une vision intercommunale construite collectivement. De même, l'instauration d'un conseil des maires est un moyen de faciliter le dialogue et la connaissance de problématiques communes, et finalement de faire en sorte que la commune redevienne, comme le dit notre collègue Darnaud, la porte d'entrée de l'intercommunalité. Merci, Monsieur Bonhomme. La parole est à Monsieur Maurice Antiste. Alors, la parole à Monsieur Antiste, pardon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais vous étonner, mais pour une fois, je suis en accord avec la manière de faire qui a conduit à l'élaboration de ce texte d'une part, et avec l'objectif de ce projet de loi d'autre part. Il a ainsi été élaboré à la suite de rencontres avec les associations d'élus, les parlementaires engagés sur le sujet des collectivités territoriales et les présidents de groupes au Sénat. Ce sont plus de 500 contributions qui ont été reçues, analysées et intégrées.
l'exécutif ne nous avait pas habitués à tant d'égards. Il faut dire que les maires et plus généralement les 600 000 élus locaux se sentant dépossédés, déclassés, impuissants, ont fait entendre leurs doléances pendant le grand débat national. L'objectif annoncé de revaloriser le bloc communal et la figure du maire, qui est centrale dans notre histoire et notre identité commune, d'après vos propos, Monsieur le ministre, ne peut trouver qu'un écho favorable en ce lieu. Ce texte entend valoriser et accompagner ceux qui s'engagent pour la collectivité en améliorant les conditions d'exercice des mandats locaux. Il vise également à étendre les libertés locales, conforter le rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, simplifier le quotidien des élus locaux et mieux adapter certaines règles ou seuils aux réalités territoriales. Si ce texte va effectivement dans le bon sens, ces mesures, par ailleurs hétéroclites, seront-elles suffisantes pour atténuer le mal-être des maires, dont près de la moitié d'entre eux sont prêts à jeter l'éponge à l'occasion du prochain scrutin municipal de mars 2020. Elles constituent plutôt, à mon sens, une avancée, un premier pas qui doit en amener d'autres. Il y a urgence à revaloriser, à revitaliser la démocratie en agissant au plus près des territoires. Cela devrait également passer, et c'est ce qui manque également à ce texte, par une prise en compte du travail du maire pour la retraite. J'espère que cela sera corrigé à très court terme. Je vous remercie. Monsieur Antiste, la parole est à Monsieur Max Brisson. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout à l'heure vous m'avez quelque peu chagriné. Il y a eu 17 interventions lors de la discussion générale. Vous avez apporté 16 réponses et vous ne m'avez pas répondu. Et donc j'en suis vraiment désolé et vous m'obligez à reprendre la parole pour vous reposer la question lors de cette prise de parole sur l'article 1 qui parle de la place des maires dans l'intercommunalité. Alors, que ce soit dans le texte que vous portez ou dans le texte de Mme Gourault, moi j'aimerais vous interroger dans ces intercommunalités XXL et la mienne parfois XXXL si les pôles territoriaux ont une chance de trouver un cadre clair. Car la relation des maires avec les intercommunalités, dans une intercommunalité qui compte 158 communes, 238 conseillers communautaires, passe obligatoirement aussi par des pôles territoriaux. Les maires ont aussi besoin, dans ces grands ensembles qu'ils ont voulu, dans le cas du Pays Basque, il n'y a pas eu de passer outre, ils l'ont voulu, mais ils souhaitent aussi pouvoir se retrouver dans un ensemble territorial infra, où ils puissent parler des dossiers concrets et surtout entrer dans ce principe même qui était celui des grandes intercommunalités, de la synergie et de la cohérence, quand il s'agit de définir des schémas à la grande échelle, qui est parfois la bonne, et puis de la proximité pour de la gestion du quotidien. Aujourd'hui, pour un administré de Mauléon, Monsieur le Ministre, eh bien, lorsqu'il y a un problème de conteneurs, il faut partir vers une lointaine administration à Bayonne pour le régler. Alors oui, le schéma de collecte, de traitement des déchets, il passe par de grandes échelles. Il peut passer par le Pays Basque. Et j'étais un élu favorable à la grande intercommunalité du Pays Basque. Mais certainement pas pour que l'on oblige à se perdre dans le détail d'une administration sans fin pour régler un problème de conteneurs tout près de sa maison. Parce que comme à chaque fois, le citoyen ne connaît que le maire. Le maire est certes à portée d'engueulade, comme le dit le président Larcher, mais trop d'engueulades peuvent créer du découragement. Merci Monsieur Brisson et nous terminons cette série de paroles par Madame Corinne Ferret. Madame Ferret, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Quelques mots, car je souhaitais intervenir sur la création d'une conférence des maires. Dans mon département, le Calvados, comme ailleurs, les maires, en particulier ceux des petites communes rurales, demandent à ce que la création de cet outil de dialogue, de concertation, qui est donc la conférence des maires, soit obligatoire. Et je les comprends, car une intercommunalité ne peut convenablement fonctionner si elle n'est pas, d'une certaine manière, partagée. Et j'aurais d'ailleurs pu dire la même chose au sujet du pacte de gouvernance. En l'état actuel du texte, le caractère facultatif de cette conférence des maires et les modalités proposées risquent d'être insuffisants pour résoudre les situations qui dysfonctionnent. Rappelons que cette conférence aura pour objet de débattre des orientations politiques et des décisions importantes de la communauté de l'EPCI.
En rendant obligatoire et non plus facultatif la mise en place d'un tel outil, on assurerait à toutes les petites communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. C'est très important. Ce ne sont pas des communes de seconde zone. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, n'a-t-il pas récemment présenté un agenda rural? Il faut passer de la parole aux actes. Au sein des intercommunalités, tout doit être fait pour garantir l'équilibre territorial, le respect de la souveraineté des communes, la recherche du plus large consensus et le partage des décisions. En rendant la conférence des maires obligatoire, on reconnaît le rôle central des maires. Il me semble que c'est l'ambition de ce texte. Merci, Madame Ferret. Et nous passons maintenant à l'examen des amendements à l'article 1er, en commençant par 10 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier de cette série est le 383 rectifié. Il est présenté par Monsieur Kerrouche. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez choisi de caricaturer une partie de nos propos. Pourquoi pas? Mais je pense que maintenant, il faut un peu rentrer dans ce qui va faire l'essence de notre discussion, c'est-à-dire essayer d'améliorer autant que faire se peut le texte, voire se mettre d'accord sur certaines dispositions. Et en l'espèce, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui empêche de faire du pacte de gouvernance la règle de droit commun dans les EPCI. C'est ce que nous proposons. Alors vous allez me dire, il faut faire confiance aux élus dans les territoires. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais dans le même temps, si vous me passez cette expression, dans le même temps, vous avez la nécessité également de faire en sorte d'associer au mieux les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, les maires, au sein de l'instance intercommunale. Et quoi de mieux pour créer cette instance, de faire en sorte qu'à chaque renouvellement, on passe par un pacte qui soit obligatoire, qui permet de se mettre d'accord sur les règles du jeu pendant les 6 ans à venir. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas possible de mettre en place une instance qui, en raison de son existence même, permettrait justement le rapprochement que vous dites souhaiter entre les communes, d'une part, et l'intercommunalité, d'autre part. Merci. Merci, Monsieur Kerrouche. Avis de la commission. Ah pardon, discussion commune. Nous passons à l'examen du 590 rectifié et c'est Monsieur Antis qui le présente. Oui, merci Madame la Présidente. Le pacte de gouvernance vise à améliorer la coopération entre communes et intercommunalités, une mesure appelée de longue date par beaucoup d'acteurs agissant au niveau local et globalement saluée positivement par beaucoup d'élus. Cependant, alors que le lien entre ces deux types d'entités est souvent insuffisant, nous devons rendre obligatoire ce nouvel outil de renforcement de la relation entre les différents maillons de la politique locale. Cet amendement a pour but de faire en sorte que les éléments bénéfiques de ce pacte puissent profiter à toutes les communes de France. Par ailleurs, le délai de 6 mois pour l'adoption du pacte prévu dans le projet de loi semblant très court, la rédaction proposée par cet amendement le porte donc à 10 mois. Merci. Merci, Monsieur Antiste. Nous passons au 748. Il est présenté par Madame Gréaume. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un peu comme mes collègues, nous souhaitons par cet amendement rendre l'établissement du pacte de gouvernance obligatoire. En effet, cet outil est essentiel au bon fonctionnement d'un EPCI afin d'établir de bonnes relations avec les communes et leurs élus. L'établissement d'un pacte de gouvernance est d'ores et déjà une pratique courante et le présent dispositif reprend largement ce qui existe dans bon nombre d'EPCI. Tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales, nous estimons que donner à ce pacte un caractère facultatif n'encouragera pas les EPCI au sein desquels les relations sont tendues et problématiques avec les mairies d'établir un tel pacte et cela risque de se faire seulement où il y a une bonne entente en sacralisant ce qui existe déjà. Rendre obligatoire ce pacte pose simplement un cadre consensuel
de réflexion sur la gouvernance d'une interco et sur les relations entretenues avec les communes membres. À chaque renouvellement ou création d'un EPCI, il semble cohérent de partir sur de bonnes bases en ouvrant ce débat entre les communes et en leur laissant ensuite la possibilité de définir ce pacte comme elles le souhaitent en coordination avec l'EPCI. Merci. Merci Madame Gréaume. Alors, la parole est à Monsieur Loïc Hervé pour défendre l'amendement 674 rectifié bis. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est un amendement d'Hervé Moret, largement co-signé, qui vise à rendre obligatoire l'adoption d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'EPCI, et dans les 9 mois qui suivent la mise en place du conseil communautaire. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important de rendre ce pacte de gouvernance obligatoire, car souvent, on sait très bien dans quelles conditions se passent les élections du président, des vice-présidents, du bureau de l'intercommunalité. Pour autant, dans les intercommunalités, on ne passe pas assez de temps à définir des principes et des règles de gouvernance. Et c'est peut-être quelque chose qui nous paraît aller dans le bon sens que de favoriser l'adoption, d'encourager et même de rendre obligatoire l'adoption de ce pacte de gouvernance. Je vous remercie. Merci Monsieur Hervé. La parole est à Monsieur Grand pour l'amendement numéro 20. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Oui, l'étude d'impact du projet de loi précise que les métropoles sont des EPCI très intégrés. Ainsi, cet article prévoit l'obligation de créer une conférence des maires pour les métropoles en remplacement de l'actuelle conférence métropolitaine. Je vous propose également de rendre obligatoire l'élaboration d'un pacte de gouvernance pour les métropoles. Si je me permets de dire cela, c'est que depuis mars 1983, je suis dans l'intercommunalité de Montpellier. Jusqu'il y a 2 ans comme maire et désormais comme simple conseiller métropolitain. Et j'ai vu la dérive épouvantable, Monsieur le Ministre, depuis le passage en métropole, où le président de la métropole de Montpellier considère que ce n'est pas un EPCI, mais une collectivité de plein exercice, ce qui veut dire qu'en définitive, la loi n'est pas respectée. Voilà pourquoi nous voulons la faire respecter. Merci Monsieur Grand. Alors, nous passons à l'examen de l'amendement 124 rectifié bis. Monsieur Antiste. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de repli dans l'hypothèse où les conseils de développement deviendraient facultatifs. Les conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d'être encouragée et accompagnée jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires ruraux et urbains. Ne pas favoriser l'existence des conseils de développement briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d'entre eux dans un contexte de renouvellement des mandats. Il y a lieu de prendre en compte les apports des conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et se réduire de façon apaisée. Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire, à défaut de conserver l'article L. 5211-10-1 dans sa rédaction actuelle, de prévoir au moins un débat dès le renouvellement des mandats intercommunaux sur la mise en place d'un conseil de développement. Merci Monsieur Antiste. La parole est à Monsieur Henri Leroy pour défendre le 633 rectifié. Oui, c'est exactement dans le cadre des amendements sur le pacte de gouvernance, qui est un outil important qui permet aux élus locaux et surtout à l'exécutif de chaque commune membre de s'accorder sur le fonctionnement de leur EPCI, de surcroît sur l'ordre du jour de la prochaine séance. En l'état, le projet de loi n'en fait qu'une possibilité. Compte tenu de sa pertinence et de son indubitable utilité, je propose de le rendre obligatoire. Merci Monsieur Leroy.
Nous passons à l'amendement 462 et c'est Monsieur de Belenet qui va le défendre. Merci Madame la Présidente. Un petit amendement qui n'est pas stratégique mais qui est vraiment de bon sens. Il nous propose de réduire de 9 à 6 mois le délai dans lequel le pacte de gouvernance entre PCI à fiscalité propre et les communes peuvent être conclus. Pourquoi de bon sens? Parce que si on est élu à peu près en mars, si on a un délai de 6 mois, ça nous emmène à fin septembre, donc ça laisse le temps de travailler avant l'été et de finaliser pour la rentrée de septembre. Si on garde, comme dans le texte actuel, les 9 mois, ça nous emmène à l'après-Noël et c'est une année pleine qui passe et finalement on se prive de la période absolument stratégique qu'est la première année pour convenir de ce pacte de gouvernance. On sait que dans les intercos, l'essentiel se cristallise sur cette période-là, donc 6 mois nous semble du bon sens et plutôt un encouragement à nos élus locaux à recourir pleinement à l'efficacité qui est proposée par ce dispositif. Si, Monsieur de Belenet. Nous passons 904 rectifié présenté par Monsieur Jacquin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cet amendement a un double objet. Tout d'abord, il vise à proposer qu'il y ait plus de cohésion à l'intérieur d'un bloc communal en proposant que le pacte de gouvernance prévoit, le cas échéant, d'établir des liens avec les collectivités voisines. En effet, les périmètres administratifs sont ce qu'ils sont et ne correspondent pas systématiquement au bassin de vie ni au périmètre de pertinence de certaines politiques publiques qui nécessitent de plus vaste échelle ou continuité. C'est le cas par exemple des mobilités, de l'économie, du tourisme, de la santé, des réseaux numériques, etc. Ainsi, pour pleinement satisfaire l'ensemble des communes et concitoyens d'un EPCI, il peut être nécessaire d'envisager des partenariats avec les collectivités voisines, a fortiori en l'absence de PETR. Une telle disposition serait gage de plus de cohésion et en mesure de rassurer les communes excentrées du cœur de certaines politiques publiques et les garantirait que leur EPCI se donne au moins vis-à-vis d'elles une obligation de moyens pour bien les raccorder. Sous un autre angle, et vu par le regard de nos concitoyens, leur mode de vie dépasse bien souvent le cadre administratif de leur EPCI de résidence. Aussi, même avec des EPCI agrandis, il s'agit de bien anticiper le fait que ces continuités s'épanouiront et que des connexions seront bien tentées, voire établies. En présence d'un PETR qui a pour objet partiel de satisfaire à cette logique, l'EPCI en périphérie de ce PETR visera à s'assurer de ces continuités hors du PETR pour certaines politiques publiques. Le second point de cet amendement vise à proposer de rallonger le délai d'élaboration du pacte de gouvernance, considérant que c'est un document véritablement important, en proposant de passer de 9 à 12 mois. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Henri Leroy pour défendre le 636 rectifié. Oui, mais c'est dans la continuité, dans la logique de mon précédent amendement, afin de permettre une meilleure lisibilité des documents qui ont trait au fonctionnement interne de l'EPCI. Je vous propose que nous inscrivions dans la loi que le pacte de gouvernance doit être annexé au règlement intérieur des EPCI. Merci Monsieur Leroy. Madame la rapporteure, cette fois-ci, c'est à votre tour de nous donner votre avis sur ces 10 amendements. Merci Madame la Présidente. Tous ces amendements concernent cette nouveauté, le pacte de gouvernance, qui répond, je crois, à l'aspiration des communes d'être davantage associées, mais aussi de respecter le principe de coopération intercommunale et de remettre le maire et les élus locaux au cœur des décisions. Donc, je vais d'abord parler des amendements 590, 748, 633, 674, 2 et 383, qui prévoient d'obliger à la conclusion d'un pacte de gouvernance dans l'ensemble des EPCI, sachant que l'amendement 20 que je vais raccrocher prévoit d'obliger à cette conclusion uniquement dans les métropoles. Nous sommes sur un texte où nous voulons laisser de la liberté et remettre le maire au cœur du village républicain, si je puis dire. Il y a un élément extrêmement important à prendre en considération, c'est que la discussion sur l'élaboration ou non d'un pacte de gouvernance est obligatoire, elle est inscrite dans la loi. Donc nul ne peut esquiver
le sujet du pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance va permettre aussi d'associer les communes, puisque nous avons introduit à la commission des lois un avis des communes sur ce pacte de gouvernance. Pour donner le temps, nous avons donc fait un délai de 9 mois pour que cet avis des communes puisse être sollicité. Enfin, je crois, mes chers collègues, que si nous définissons une obligation de pacte de gouvernance, nous pouvons aussi avoir des enveloppes qui seront vides. Donc, nous avons mis un certain nombre d'items qui doivent être dans ces pactes de gouvernance. Je pense notamment à la suggestion d'un certain nombre de collègues, dont Bernard Delcros, d'y intégrer les éléments de solidarité financière, de parler aussi d'un certain nombre de délégations que l'on pourrait donner. Donc c'est quelque chose d'assez complet que nous intégrons dans la loi, mais nous avons bien vu au travers de la discussion qu'il y a presque autant de PCI que de réalités territoriales et de réalités de gouvernance, et que toute PCI peut compléter le pacte de gouvernance à sa guise, en y indiquant des éléments qui relèvent même du règlement intérieur. Donc il peut être enrichi selon les choix et les volontés des élus locaux, en rappelant que l'avis des communes membres sera bien sollicité. Donc je crois qu'on a là une excellente réponse à l'expression des élus qui demandent plus d'associations, mais qu'il nous faut sans doute être raisonnable dans ce que nous allons mettre au niveau de la loi. Aussi, sur ces amendements dont je viens de parler, 590, 748, 633, 2 et 383 et 20, c'est un avis défavorable, sachant que je dois dire que la conférence des maires a été instaurée comme obligatoire par la commission des lois. Enfin, M. Joly, par son amendement 124, il souhaite que soit systématiquement évoquée dans le pacte de gouvernance la question de la création d'un conseil de développement. Donc je ne vais pas développer le sujet du conseil de développement parce qu'il faut garder un peu de plaisir pour plus tard et nous ne manquerons pas d'avoir des échanges assez stimulants. Donc, je rappelle juste, en donnant la conclusion pour la commission des lois, que nous avons conservé le caractère facultatif des conseils de développement. Toutefois, nous avons proposé à M. Joly d'émettre un avis favorable à son amendement sous réserve d'une rectification en précisant que le pacte de gouvernance peut définir, s'il le veut, les modalités d'association des acteurs socio-économiques, mais on laisse le choix de le faire et des modes de réalisation de cette association à chaque EPCI. Donc, M. Joly nous indiquait qu'il ne souhaitait pas changer d'avis, donc c'est un avis défavorable à ce 124. Enfin, 462 et 904, j'ai bien entendu, chers collègues de Belenet, l'impatience à conclure un pacte de gouvernance, je m'en réjouis, mais 9 mois est aussi un délai qui permet parfois d'accoucher de choses absolument superbes. Donc je pense que 9 mois est un temps nécessaire, non pas pour retarder et diluer, mais si nous voulons qu'il y ait un vrai projet politique, un vrai projet de territoire, et recueillir l'avis des communes, ce qui me semble important, le délai de 9 mois me semble tout à fait réalisable et intéressant. Donc c'est un avis défavorable ou une demande de retrait, mes chers collègues, aux 462 et 904. Par contre, je terminerai de manière plus positive pour M. Leroy, qui propose que le pacte de gouvernance soit annexé au règlement intérieur de l'EPCI. Nous émettons un avis favorable sur cet amendement. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Oui, merci Madame la présidente. Globalement, même avis que la commission, puisque si on fait un œuvre, vous voyez, on est déjà dans le débat. On parle de liberté, puis on est déjà en train de rendre tout un tas de choses obligatoires. Bon, donc je ne recommence pas tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Je reste sur un avis défavorable pour tout ce qui tend à rendre obligatoire ces outils, qui sont des outils d'adaptation locale, où tel que le texte existe, en plus, le président de l'intercommunalité ne peut pas forcer les choses, puisqu'une part des maires membres de l'EPCI peuvent forcer les inscriptions à l'ordre du jour et même rendre de plein droit ces conseils
des maires. Donc je pense qu'on a quelque chose qui est équilibré. Si on doit traduire ça en avis, ça veut dire un avis défavorable pour le 383, un avis défavorable pour le 590, un avis défavorable pour le 748, un avis défavorable pour le 674, un avis défavorable pour le 20. Je m'arrête 30 secondes sur l'amendement 124 du sénateur Joly, qui effectivement commence déjà à traiter l'affaire du Conseil de développement. Je n'y suis pas opposé, puisque dès lors que je souhaite que le recours au Conseil de développement soit quelque chose de facultatif, il faut bien qu'il y ait le moment dans le mandat où on se pose la question, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Donc sagesse sur l'amendement numéro 124. La commission a émis un avis défavorable, mais je dis sagesse parce qu'on s'en rappelle peut-être pour la suite des discussions, mais en tout cas, je ne suis pas opposé à cela. 633 défavorable pour les raisons déjà indiquées, puisqu'il s'agit d'une obligation ferme. L'amendement 462 de M. Patria, défendu par M. de Belenet. 6 ou 9 mois, j'ai envie de vous dire, peu importe, mais raisonnons autrement. Il y a 6 mois pour élaborer son règlement intérieur dans le PCI. On ne peut pas parler de simplification pendant 2 heures de discussion générale et imaginer un délai pour le pacte de gouvernance et un autre délai pour le délai d'élaboration du règlement intérieur. Donc là aussi, il faut qu'on fasse attention. Soit on porte tout à 9 mois, soit on porte tout, enfin c'est vraiment ce que j'espère, soit on fait tout à 9 mois, soit on fait tout à 6 mois. Quand on est président d'une communauté de communes de 16 000 habitants, on a autre chose à faire que de passer sa vie dans le CGCT à regarder ce qui relève des 6 mois et des 9 mois. Donc là, c'est véritablement un vœu. Donc moi, j'ai mis un avis favorable à l'amendement du sénateur de Belenet pour mettre l'ensemble de tout à 6 mois. 6 mois sur 6 ans, c'est 10% du mandat. C'est déjà quelque chose d'important. J'entends le bon argument de la sénatrice Gatel. Quand il y a beaucoup de communes, c'est vrai qu'il faut faire délibérer et consulter toutes les communes membres de l'EPCI. J'entends le point, mais comme là, on est sur un amendement qui mène à 6 mois et qu'il n'existe pas d'amendement qui emmène le règlement intérieur à 9 mois, j'émets donc un avis favorable pour l'amendement 462. Pour le 904, pour les raisons que je viens d'indiquer, Monsieur Jacquin, j'en suis désolé, mais avis défavorable. Je pense qu'1 an sur 6 ans de mandat, je comprends votre souci de laisser du temps au temps, mais je vous cherche... Pardonnez-moi, excusez-moi. Je trouve que 1 an sur 6 ans, on commence à être dans des deltas de temps qui sont assez considérables. Donc, avis défavorable. Et enfin, sur l'amendement 636, sur le lien entre le règlement intérieur, c'est le sénateur Leroy, entre le règlement intérieur et le pacte de gouvernance, confère ce que je viens de vous dire. J'ai mis un avis plutôt favorable dès lors qu'on est à 6 mois dans les 2 cas, parce que je ne vois pas très bien comment derrière on peut annexer au règlement intérieur. Enfin bref, vous m'avez compris. Je pense que là, vraiment, il faut qu'on fasse œuvre de simplification, sinon on ne va pas s'en sortir. Si on est honnête aussi, monsieur le sénateur, ce sont deux supports pour 2 objets différents. Le règlement intérieur ne concerne que les assemblées délibératives, en clair, le conseil communautaire et les commissions. Le pacte de gouvernance, lui, peut aller au-delà, bien évidemment, les questions de représentation, de délégation, on y reviendra sur d'autres articles du projet de loi. Donc, en tant que tel, ce sont 2 objets juridiques différents, mais qu'ils soient ensuite annexés sur le même support, je n'y vois pas un obstacle particulier. Point de vigilance sur les délais. Donc, avis favorable pour le 636. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Madame la Présidente, je voudrais revenir sur cet amendement 462 et la question des délais. J'entends bien, Monsieur le Ministre, mais permettez-moi de vous dire que votre argument technique me semble un peu léger par rapport à l'enjeu du pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, c'est un projet politique et un projet de territoire. Et il me semble que s'engager à réaliser un tel objet dans un délai de 6 mois est une gageure qui va mettre les élus en difficulté. Puisqu'on l'a bien dit, l'intercommunalité est un espace de consensus et d'élaboration de projets collectifs. Soit on apaise la relation dans les intercos, soit on continue à mener les choses à la hussarde en ayant l'air d'eux. Mais moi, je crois dans votre sincérité quand vous dites que vous voulez apaiser les relations et faire de l'intercommunalité heureuse. Donc, Monsieur le Ministre, si vous voulez une intercommunalité heureuse, laissez les 3 mois pour donner aux communes le temps de s'exprimer. Sinon, vous n'allez que les contrarier.
Ah mais, enfin, je veux dire, moi j'entends votre argument, mais mettez tout à 9 mois, c'est trop dogmatique pour vous ressembler, monsieur le ministre. Merci madame la rapporteure. Alors, une explication de vote, monsieur le sénateur, à vous la parole. Monsieur Marie. Merci madame la présidente. J'ai des difficultés à comprendre les blocages des rapporteurs, d'autant plus que je viens d'écouter attentivement notre collègue Madame Gatel, qui nous explique que ce pacte de gouvernance, ce doit être un projet politique et un projet de territoire, ce avec quoi, bien évidemment, nous sommes d'accord. Et nous ne comprenons pas pourquoi la définition d'un projet politique et d'un projet de territoire ne puisse être obligatoire dans un établissement public de coopération intercommunale. À l'inverse, les maires, surtout dans les intercommunalités relativement nombreuses en communes, si le président ne proposait simplement qu'un débat, mais passait outre la mise en œuvre de ce pacte, seraient dépossédés de cette fameuse liberté que vous voulez leur donner, d'avoir droit tout simplement au chapitre. Et donc, nous demandons à ce que ce pacte soit effectivement garanti et qu'il concourt à la cohésion de l'établissement public de coopération intercommunale. Quant à ce qui concerne les délais pour le mettre en œuvre, 6 mois, 9 mois, 12 mois, nous on dit à la fin de l'année suivant le renouvellement général dans les communes et donc l'installation de l'établissement public de coopération intercommunale. Voilà. Donc il faut mettre de l'huile dans les rouages, nous en sommes tous d'accord. Là où ça grince en particulier, et là où il n'y a pas aujourd'hui de pacte de gouvernance, c'est la plupart du temps parce qu'effectivement, il y a des difficultés et donc il faut les résoudre. Merci monsieur Marie. La parole est à monsieur Bernard Delcros. Oui, merci. Moi, je voudrais insister sur l'importance, et puis revenir sur les délais aussi, insister sur l'importance du pacte de gouvernance, parce que dans les nouvelles instances intercommunales issues des élections municipales, vont siéger à la fois des élus qui auront été élus précédemment et donc qui connaîtront déjà bien le fonctionnement, des élus nouveaux qui auront, pour certains d'entre eux, tout à découvrir. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse mettre au débat un certain nombre de sujets, le fonctionnement de la communauté, la commission l'a prévu, les questions de mutualisation de services, et puis aussi évidemment des données financières, parce qu'on sait qu'il y a une interaction très forte entre les choix financiers faits par l'intercommunalité et les choix et les dotations ou les finances des communes. Donc, premier point, insister sur l'importance de ce pacte de gouvernance, et ensuite, si pacte de gouvernance il doit y avoir, je suis, moi, favorable à ce qu'on laisse un délai de 9 mois, Monsieur le Ministre, parce que malgré tout, comme le disait Françoise Gatel, ça reste quand même un projet politique, qu'il faut le construire avec des nouvelles instances, de nouveaux élus qui vont être là, l'avis des conseils municipaux. Je pense qu'il vaut mieux laisser les 9 mois pour se donner toutes les chances d'avoir un pacte de gouvernance bien construit et qui ensuite permettra de faciliter la gestion de la communauté et les projets pour les années qui viennent. Merci monsieur Delcros. La parole est à monsieur Jacquin. Je m'interroge, Madame la Présidente. J'ai présenté un amendement 904 rectifié et je n'ai pas eu les réponses tant de la rapporteure et du ministre sur la partie rectifiée, qui est la partie essentielle. Vous m'avez répondu sur des questions de délai. Une question extrêmement importante qui ne figure nulle part dans le texte par ailleurs, c'est les relations entre EPCI. Et je proposais que le pacte de gouvernance, tout simplement, puisse signifier clairement les conditions dans lesquelles l'intercommunalité entend coopérer avec les collectivités voisines. Alors, Monsieur le Ministre, ça me semble une question de cohésion importante. Aucun périmètre administratif n'est parfait, vous le savez. Il arrive qu'il y ait une commune qui soit excentrée, et pour les politiques de transport que vous ferez au cœur, ça n'ira pas. Il faut trouver une solution avec un voisin, et pour la rassurer,
Présenter ça à l'intérieur du pacte de gouvernance me semble absolument pas lourd, très rassurant par les communes qui sont périphériques. Et j'aimerais avoir une réponse sur cette question qui me semble très importante, et c'est une question d'avenir. Nos périmètres administratifs sont dépassés par les modes de vie de nos habitants. Il est souvent nécessaire de trouver des solutions de partenariat avec les voisins, et cela viserait à donner plus de cohésion et plus de solidité au bloc communal. Donc merci de votre éclairage sur ce point qui me semble très important et que nous certainement réaborderons dans le texte 3D. Mais là, on parle du pacte de gouvernance et cette question a pleinement sa place ici. Donc j'espère vivement, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, avoir votre avis sur ce note 104 rectifié. Merci. Merci, Monsieur Jacquin. La parole est à Monsieur Reichardt. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais dire que je soutiens totalement les propositions du rapporteur, de Madame le rapporteur, concernant ce pacte de gouvernance. D'abord parce que, bien sûr, je suis commissaire aux lois et ce travail a été fait en commission des lois. Mais surtout parce que je suis convaincu par l'équilibre qui a pu être obtenu par ce texte à l'égard de ce pacte de gouvernance. Je voudrais dire que s'agissant du caractère facultatif ou obligatoire du pacte de gouvernance, je me vois mal commencer un travail, mes chers collègues, qui va durer 15 jours sur un nouveau texte qui s'appelle « Engagement et proximité » par une obligation. Voilà. On a, comme l'a dit, et je vois Monsieur le ministre qui opine du chef, on a dit qu'effectivement, il fallait essayer de remédier aux difficultés essentielles liées à cette désaffection des maires. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit tout au long de l'après-midi en discussion générale, par plus de liberté. C'est le moment effectivement de montrer et de confirmer cette volonté de donner plus de liberté aux acteurs des collectivités locales. J'aurais, à titre personnel, pensé qu'il pouvait effectivement être utile, comme l'ont proposé beaucoup de nos collègues tout à l'heure par les amendements, de parvenir à un pacte de gouvernance pour toutes les collectivités. Et naturellement, pour parvenir à cela, l'obligation répond à la demande. Mais en fait, encore une fois, moi je suis persuadé qu'en laissant les acteurs libres de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'effectivement un pacte de gouvernance est de l'intérêt de tout le monde, de tous les acteurs au sein de l'intercommunalité, bien entendu du président de l'intercommunalité, mais aussi tous les membres, je pense qu'en laissant la liberté, on arrivera tôt ou tard à le rendre général et dans toutes les intercommunalités. Donc moi je pense que même si c'est souhaitable qu'il y en ait partout, l'obligation est une mauvaise recette. Laissons faire les choses, laissons la liberté et on y parviendra de toute façon parce qu'il est dans l'intérêt de tout le monde d'y parvenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Reichardt. La parole est à Monsieur Bockel. Je partage totalement ce que vient de dire André Reichardt et je voulais à mon tour intervenir pour souligner vraiment l'équilibre auquel vous êtes parvenu entre ce qui effectivement doit être obligatoire, ça doit être un peu l'exception, mais c'est vrai que la conférence des maires, c'est bien que ce soit obligatoire, le fait de parler du pacte, c'est bien qu'il faille en parler, mais je veux simplement me référer aux travaux de la délégation de nos collègues particulièrement Antoine Lefèvre et Patricia Schillinger, qui, plusieurs ont fait référence à ce travail sur les relations communes-communautés, sont vraiment partis dès le départ de l'idée des bonnes pratiques. Et au fond, les bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques d'hier que nous avons tous vécues. Moi-même, je les ai expérimentées dans ce domaine parce qu'elles ont été possibles, parce qu'il y avait un champ de liberté, parce que tout n'était pas complètement codifié.
C'est comme ça qu'on invente des bonnes pratiques. Le pacte, moi à l'époque j'avais appelé ça charte, et ça nous a beaucoup aidé. Et je pense qu'il faut pour l'avenir, car évidemment ce texte va devoir vivre, ensuite s'inscrire dans la durée, eh bien il faut garder des espaces de bonnes pratiques d'expérimentation qui pourront d'ailleurs dans certains cas être repris, être généralisés. Mais là on est vraiment dans une dimension un peu philosophique. Si on démarre en voulant tout codifier d'emblée, je pense qu'on aura des résultats peut-être contraires, inverses à ce que nous voulons, alors qu'avec cet espace de liberté, eh bien, les choses se feront, et se feront peut-être mieux au niveau du contenu, au niveau de l'acceptabilité, de l'acceptation de ce qui aura été mis dans ces pactes. Et je plaide donc à mon tour pour soutenir la position sage et équilibrée de la Commission en l'occurrence. Merci Monsieur Bockel. La parole est à Monsieur Rambaud. Madame la Présidente, d'abord, vous donnez un peu une impression que j'ai depuis 15 heures. Je suis là de manière très assidue. J'ai l'impression que l'intercommunalité est un petit peu dans le collimateur et ça me dérange. Voilà, alors c'est peut-être j'ai présidé une interco pendant 10 ans, alors peut-être que je suis sur ce prisme-là. Mais je veux dire, ce qui fait la force d'une intercommunalité, c'est son projet de territoire. Et pourquoi jusqu'à présent ça a foiré dans beaucoup d'endroits de France, c'est qu'on a commencé par dire il faut fusionner, il faut faire tel périmètre, mais on n'a pas défini le projet de territoire. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, je dirais qu'après, ça va tout seul. Et je partage tout à fait l'intervention du collègue Didier Marie, de rendre cette étape obligatoire pour que, effectivement, l'intercommunalité puisse marcher. Ça ne peut pas être une auberge espagnole où j'ai entendu l'expression tout à l'heure de dire que ce sont les communes qui font l'intercommunalité. Alors là, si on commence par dire ça, c'est sûr qu'on va à l'échec. Ça va être une auberge espagnole où chaque commune va vouloir se servir. Non, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Faisons effectivement, rendons obligatoire ce projet de territoire sur un territoire donné. Quelle politique publique on veut mener, et après, la gouvernance, le périmètre, les compétences, ça ira tout seul. Merci. Merci Monsieur Rambaud. La parole est à Monsieur Mison. Merci Madame la Présidente. Je voudrais insister sur ce délai de 9 mois. Parce que s'il y a un point qui nous est commun ici, à tous et à toutes, c'est qu'un jour nous avons commencé. Et quand nous avons commencé, peut-être l'avons-nous oublié, c'était difficile. Parce qu'il faut appréhender quantité de choses. D'ailleurs, le gouvernement le reconnaît, qui a introduit dans le projet de loi un volet formation important, parce qu'il faut maîtriser l'ensemble des éléments de la politique locale, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et donc, pour maîtriser l'ensemble de ces choses, je pense qu'il faut véritablement un délai suffisant, d'autant que dans les 9 mois, il y a 2 mois de vacances. Certains partent en juillet, d'autres en août. Et donc, ça fait pratiquement 2 mois qui sont neutralisés. On n'est pas loin des 6, au fond. Et finalement, les 9 mois satisferaient tout le monde. Merci. Très bien. Mison. La parole est à Monsieur Kerrouche. Mais ça me fait comment ? Oui, je comprends pas ce débat. D'abord, Monsieur le Ministre, vous avez parlé du règlement intérieur et du délai de 6 mois. Mais enfin, on ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas une différence seulement de degré, il y a une différence de nature entre un règlement intérieur qui dit comment on fonctionne et un projet de territoire qui dit ce qu'on va faire ensemble pendant un temps donné. Et donc, je vois pas où est le problème. Après, j'ai envie de vous citer Camus dans son discours de Stockholm qui dit que l'art vit de contraintes et meurt de liberté. Et là, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce qui se passe. La question que nous nous posons tous ici, c'est la suivante. Comment, à un moment donné, et comment faire en sorte, surtout au début d'une mandature, comment faire en sorte qu'il y ait une osmose entre, d'une part, les représentants des conseils municipaux, les conseillers communautaires, comment on fait fonctionner cet ensemble. Cet ensemble, on doit le faire fonctionner avant tout avec un projet de territoire. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas être facultatif. Ce n'est pas une faculté de réfléchir ensemble à ce que sera notre projet politique, c'est une obligation, parce que sinon, effectivement, l'intercommunalité n'a pas de sens. Elle se contente uniquement d'être un regroupement de communes, alors que je vous rappelle que dans sa définition, ce n'est pas seulement un groupement de communes, c'est un groupement de communes qui se retrouve autour d'un projet et qui forme un espace de solidarité. Et le pacte de gouvernance, c'est le moyen de cette solidarité. Peut-être. Merci Monsieur Kerrouche. La parole est à Madame Gréaume.
Merci. Moi, je vais revenir un petit peu, notamment sur le pacte de gouvernance obligatoire. Alors, j'ai rencontré pas mal de maires et je peux vous dire que beaucoup de maires se sentent exclus des EPCI. C'est une réalité. On en parle. On a fait des questionnaires où c'est remonté cette sensation d'exclusion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir confiance aux maires, notamment aux élus. Et rendre ce pacte de gouvernance obligatoire, c'est aussi redonner la parole aux élus et surtout les associer à l'EPCI. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Merci Madame Gréaume. La parole est à Madame Cukierman. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat un peu long nous invite à retrouver finalement les débats que nous avons eus au moment de la rédaction des amendements et je crois dans tous les groupes sur faut-il ou pas rendre ce pacte de gouvernance obligatoire par principe. D'abord parce qu'effectivement, dans la plupart des intercommunalités, et ce quelle que soit leur taille, de fait, cela s'appelle pacte de gouvernance ou autrement, mais cela existe, cela se construit, parce que cela est finalement indispensable à la bonne vie de l'intercommunalité. Et depuis le début, j'avoue un peu ma réticence, y compris à l'amendement de mon groupe que nous avons déposé, parce qu'effectivement, je pense que l'on est toujours sur un écueil dont nous devons nous prémunir, qui est celui d'un côté, ici au Sénat, de défendre la libre administration des collectivités territoriales, et de l'autre côté, de dire aux collectivités territoriales ou leurs groupements ce qu'elles doivent faire, dès lors qu'en fait, ce qui se passe ne nous arrangerait pas dans les débats politiques locaux. Et puis, à entendre un certain nombre de personnes qui ont défendu ici le fait de rendre ce pacte obligatoire, je pense qu'il faut faire attention à ne pas inverser la logique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se retrouve dans des intercommunalités dites XXL, si on se retrouve avec effectivement un certain nombre de communes qui ne trouvent pas leur place dans les intercommunalités, je ne suis pas sûre que c'est en rendant obligatoire et en imposant un pacte de gouvernance qu'on réglera les problèmes. D'abord parce que au nombre, et là où en fait les problèmes se posent, au nombre qu'elles sont, dans les faits, et je crois qu'il ne faut pas se la raconter, et à un moment donné, il faut revenir à la réalité, tous les élus ne pourront pas y contribuer. Et même en 9 mois, et effectivement, réduire le délai serait encore plus catastrophique, sauf à se dire que ce ne sont pas les élus qui rédigent leur propre pacte de gouvernance. Donc moi, je crois sincèrement, et vous voyez, moi j'ai entendu ce que vous avez dit, M. Rambaud, mon collègue Rambaud, mais quand vous me dites que ce n'est pas les communes qui font l'intercommunalité, bah si justement. Si justement, moi je suis attachée au fait que ce soit bien les communes qui ensemble contribuent à faire l'intercommunalité et non l'inverse. Donc personnellement, je ne voterai pas les amendements qui rendent obligatoire ce pacte de gouvernance. Merci Madame Cukierman. Alors nous avons terminé les explications de vote. Je passe la parole à Monsieur le Ministre et ensuite, comme nous et à Madame la rapporteure, parce qu'après il va falloir procéder au vote rapidement parce que nous avons dépassé l'heure. Il ne faut jamais dépasser l'heure avant le dîner. Messieurs les sénateurs Reichardt et Bockel, merci d'avoir rappelé la philosophie de ce que nous souhaitons faire. Et démarrer effectivement par une obligation me semble quelque chose qui serait assez terrible pour la suite de nos discussions et dans l'image que nous renvoyons à l'extérieur. Et là, on voit bien que le débat n'est pas tranché complètement, mais il est important. Madame la sénatrice Cukierman, avec vos mots, vous avez dit aussi à peu près la même chose. Donc merci de l'avoir fait dans la philosophie globale des choses. Deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas mélanger projet de territoire et projet de gouvernance, ou gouvernance de ce projet. Non mais on va pas rendre obligatoire dans la loi la nécessité pour un député ou un sénateur d'avoir un programme électoral. Non mais j'en fais exprès en le disant sur le terrain de la provocation. Oui mais ça c'est la démocratie, monsieur le sénateur Hervé. Donc par définition, ce sont nos concitoyens qui jugent. Voilà, c'est le principe même. Et donc que l'on soit très encadrant sur comment la gouvernance peut se faire. Moi, une fois de plus, je suis prudent, j'y veux beaucoup de liberté.
Après, le projet de territoire, il est issu des campagnes électorales, des élections municipales, qui emmènent ensuite les conseillers municipaux à devenir conseillers communautaires. Ça, j'en suis assez persuadé. Mais ça, après, on pourra avoir ce débat. En tout cas, je ne crois pas à l'injonction qu'il mène à le faire. Tel Guizot, enrichissez-vous, enrichissez-vous. Là, il y aurait une forme d'injonction à avoir un projet. Dans une conception, on doit faire confiance aux élus. C'est quand même, à mon avis, pas simple. Dernier point, que l'on s'y méprenne pas. Je ne suis pas défavorable au délai de 9 mois, mais comme pour le sénateur Arnaud de Belenet, une fois de plus, Monsieur Kerrouche, l'approche ne doit pas être universitaire ou conceptuelle, mais bel et bien dans la pratique du quotidien. Je proposerai donc, si nous restons à 9 mois, ce qui me semble être une bonne chose, je ne sais pas si le sénateur de Belenet en sera d'accord, de permettre dans la navette que l'on mette donc le délai obligatoire avant lequel un règlement intérieur doit être adopté dans un EPCI également à 9 mois, parce que vous ne m'enlèverez pas cette idée que d'avoir une homogénéisation des délais est quand même une mesure de simplification, parce qu'on aura l'air malin à expliquer à certains collègues qu'ils ont passé le délai parce qu'ils s'étaient mélangé les pinceaux entre les 6 mois et les 9 mois. Donc si on fait 9 mois, ce qui me semble être une bonne chose, on fait 9 mois pour tout et on profitera de la navette pour le faire. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Je pense que la proposition que nous faisons est une proposition équilibrée. Je ne crois pas qu'on puisse décréter qu'un espace intercommunal devrait avoir l'envie d'avoir envie. Il y a quelqu'un de célèbre qui l'a dit dans d'autres lieux. C'est un pacte de gouvernance à partir de l'envie que l'on a. Le rendre obligatoire, moi, je pense qu'on va avoir un document qui va être complètement vide de sens. Donc, nous maintenons l'avis que nous avons donné. Et mon cher collègue Jacquin, je suis désolée de ne pas avoir répondu à votre amendement. Il est bien évident que toutes les intercommunalités sont amenées à travailler parfois sur des espaces élargis, au sein de SCOT, au sein d'espaces touristiques, que sais-je. Il est tout à fait possible que une intercommunalité décide dans son pacte de gouvernance de l'écrire. Mais il ne nous semble pas forcément pertinent de rendre cette obligation, enfin de mettre cette obligation dans la loi, sachant que les adhésions à des espaces un peu plus grands relèvent de délibérations qui sont prises par le conseil communautaire et parfois même soumises à l'avis des conseils municipaux. Et voilà pour ce débat au Sénat sur le projet de loi en faveur des élus locaux. Notez que le Sénat a rendu obligatoire la création d'une conférence des maires au sein de l'intercommunalité. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.